Bismillahirrahmanirrahim. La première fracture diaphysaire qu'on va voir dans le membre supérieur, c'est la fracture de la diaphyse humérale. C'est le cours de Dr Brissy. Tous ces supports sont dans la description à télécharger pour les gens qui viennent juste de nous suivre. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, je vous invite à un maximum de partage et on continue notre démarche dans le membre supérieur. Donc, on va suivre le plan suivant. Donc, définition et notion de base concernant ces fractures et leur siège. L'intérêt de la question, c'est une fracture très fréquente, souvent rencontrée après des accidents ou bien dans un contexte d'AVP, un contexte d'accident de voie publique. Donc toujours, lorsqu'on dira AVP, donc gardez-vous en tête le cours concernant la conduite à tenir devant un polytraumatisé. Un rappel anatomique, et lorsqu'on dit un os ou bien un diaphyse, c'est un os qui est compact, ça c'est sur le plan histologique. Lorsqu'on dira os compact, donc il est moins vascularisé par rapport aux épiphyses. Donc c'est pas un os spongieux. Lorsqu'on dira un os compact, mal vascularisé, donc les complications sont la pseudarthrose. Dans certains des cas, une angulation, et heureusement elle est bien tolérée, vous allez voir ça. Mais malheureusement, ce qui est la gravité, ou bien la lésion qu'on craindra le maximum, c'est la lésion du nerf radial, surtout lorsqu'il s'agit d'un trait de fracture au niveau du tiers moyen. C'est le lieu du passage du nerf radial. Donc, la complication à craindre, votre première réflexion, c'est le nerf radial. Donc, dans l'épaule, c'était la lésion du nerf circonflexe, surtout la paralysie du moignon de l'épaule. Dans la fracture diaphysaire de l'humérus, c'est la lésion du nerf radial et c'est l'incapacité de faire de l'extension. Ça, c'est ce qui est à craindre. L'anatomopathologie, les mécanismes directs et indirects, l'étude clinique, paraclinique et la radiologie, dernièrement, traitement, évolution et complications. Donc, on dit premièrement qu'il s'agit d'une fracture de la diaphyse humérale. Lorsque cette dernière, elle est limitée en haut par, si vous vous souvenez du cours concernant le complexe de l'épaule, c'était le muscle grand pectoral qui a limité la région épiphysaire ou bien l'extrémité supérieure. Donc, tout ce qui est au-dessous, à la partie inférieure de l'insertion du muscle grand pectoral, là voilà l'insertion du muscle pectoral, tout ce qui est situé à la partie inférieure de cette derrière, donc là voilà jusqu'à 4 doigts à proximité de l'interligne articulaire du coude. Donc voilà l'interligne articulaire du coude, tout ce qui est situé de 4 cm supérieur de cette dernière, de là jusqu'à l'extrémité supérieure ou l'insertion du muscle grand pectoral, tout ça c'est le territoire. Tout trait de fracture là, il est considéré comme fracture de la diaphyse humérale. Souvent, c'est le tiers supérieur qui est atteint, mais lorsqu'il s'agit d'une fracture au niveau du tiers moyen, donc c'est à craindre la lésion du nerf radial. Nous sommes en train de répéter ça. L'intérêt de la question, donc c'est une fracture donc, qui est fréquente, donc elle représente 2% des fractures du membre chez l'adulte, atteint le sujet jeune et le sujet actif, les AVP. Heureusement, le diagnostic il est facile. Sur le plan, donc le diagnostic, il est clinique, radiographique en association avec un examen neurologique. Pourquoi? Là, voilà. Donc, lésion du nerf radial lorsqu'il est incarcéré entre ces deux fragments. Et là, voilà votre aspect. La main en queue de cygne, absence de pouvoir faire de l'extension de ce membre. C'est la lésion du nerf radial. Vous vous souvenez de ça dès votre première année. Évolution, elle est simple en général, heureusement. Le traitement, souvent, il est orthopédique lorsqu'il s'agit d'un trait horizontal siégeant le plus souvent dans le tiers supérieur, le plus souvent bénin, car ce segment osseux, il n'est pas chargé, il n'est pas très mobile comme l'articulation du coude ou le complexe du coude, et il tolère heureusement un léger calvicieux. Donc tout ce qui est extra-articulaire, j'espère que vous allez garder ça en tête, tout ce qui est complexe articulaire, malheureusement, c'est un retentissement ou bien il ne tolère pas une réduction non anatomique ou bien décale, mais le diaphyse huméral, lorsqu'il va supporter les muscles du bras ou bien le bras, heureusement, il tolère un léger calvicieux. Donc, les fractures compliquées, ils bénéficient bien sûr d'un traitement chirurgical et le voilà. Donc, c'est une plaque vissée à 4 vis de chaque côté, surtout lorsqu'il s'agit d'une fracture diaphysaire du tiers moyen. On ne veut pas avoir ces fragments-là léser le nerf radial. Et le cas où il s'agit de fractures métastatiques, donc l'ostéosynthèse, elle assure un meilleur confort. Donc, tout ce qui est
fracture simple, tout ce qui est fracture éloignée du nerf radial, c'est du traitement orthopédique. Tout ce qui est compliqué, tout ce qui est proche du nerf radial, c'est un traitement chirurgical. Heureusement, le pronostic il est bon, mais il s'agit de complications. La première, la voilà, on a déjà cité, la paralysie du nerf radial. Voilà un patient qui a perdu la possibilité ou bien la capacité d'avoir de l'extension. Ça, c'est l'aspect de la main en queue de cygne. Là, voilà aussi une paralysie du nerf radial. Aussi, lorsqu'on dira immobilisation, une raideur qui peut s'installer soit au niveau du coude ou bien de l'épaule, surtout le coude. Et lorsqu'il s'agit, on répète, d'une fracture qui va siéger au niveau du tiers moyen, vous pouvez être devant une pseudarthrose. On répète, c'est un os qui est compact, c'est pas de l'os spongieux. Il est moins vascularisé. Le risque de la pseudarthrose lorsqu'il s'agit d'une fracture du tiers moyen, en association malheureusement, surtout la complication à craindre, c'est la paralysie du nerf radial. Pour le rappel anatomique, donc l'os ou bien l'humérus, c'est un os long avec trois régions, donc deux faces antérieures et une postérieure. Il a deux épiphyses et une diaphyse. La partie diaphysaire, elle est faite essentiellement de l'os cortical ou de l'os compact sur le plan histologique. On répète, tout ce qui est compact, c'est moins vascularisé. Ça, c'est le risque de la pseudarthrose. Donc, l'épiphyse, il n'a pas un risque de pseudarthrose, il a le risque souvent d'une nécrose. Ce qui est à craindre, c'est la nécrose de la tête, surtout lorsqu'il s'agit d'une énucléation. J'espère que vous allez garder ça. Diaphyse, deux complications majeures, paralysie du nerf radial et une pseudarthrose. Donc, pour la vascularisation, donc, il a deux systèmes principaux, un système nourricier et un système périosté. Donc, tout ce qui est système nourricier, donc c'est une artère principale qui va aborder l'os à sa partie moyenne et à sa corticale interne. Donc, l'artère nourricière, si on vous pose la question, c'est une question anatomique. Donc, elle va siéger au niveau de la face antérieure interne de cet os. Elle est divisée en deux branches, une branche qui est ascendante, une branche descendante. Ascendante pour la partie supérieure, descendante pour la partie ou bien la moitié inférieure. Cette dernière, elle va anastomoser chez l'adulte avec les vaisseaux épiphysaires et vous allez noter que l'articulation ou bien l'humérus, il est bien vascularisé, mais là c'est la portion au tiers moyen qui est moins vascularisée par l'absence de ces anastomoses avec les vaisseaux épiphysaires. Le deuxième, c'est un système périosté. Donc, je vous invite à prendre note de toutes ces notions de base. Donc, il est riche en artères dans la moitié et la supérieure, dans sa moitié supérieure et dans le quart inférieur de la diaphyse. Donc, il provenant des attaches musculaires, surtout la moitié supérieure de la diaphyse parce qu'elle contient plusieurs muscles attachés. C'est le deltoïde, c'est le grand pectoral, le grand rond, les muscles de la coiffe de rotateur. J'espère que vous vous souvenez des chapitres de complexe de l'épaule. Et dans le quart inférieur de la diaphyse, donc c'est le muscle brachial antérieur, le vaste interne et externe et le triceps brachial. Donc tout ça c'est de l'articulation périostée. Donc un système nourricier, c'est le principal système périosté qui est adjacent ou bien qui est secondaire à une insertion ligamentaire ou bien musculaire des tendons du muscle de soit de la coiffe des rotateurs, voire les muscles de l'extrémité inférieure du l'humérus. La voilà dans l'illustration, le réseau vasculaire. La voilà aussi, c'est l'artère nourricière. La voilà sur le plan histologique. Donc l'épiphyse, c'est un os qui est spongieux. Vous pouvez noter ça même sur le membre inférieur. Tout ce qui est os spongieux, c'est bien vascularisé, surtout lorsqu'il s'agit d'un hématome périfracturaire. J'espère que vous vous souvenez du cours concernant les généralités. Donc, il consolide rapidement s'il ne s'agit pas d'un grand déplacement. Par contre, voilà, un os compact qui contient un canal médulaire qui est formé par, si vous vous souvenez de votre histologie, donc, de chondrome et de travée osseuse. Ce dernier, il risquera d'avoir une pseudarthrose plus qu'un os spongieux. J'espère que c'est noté pour le rappel anatomique et histologique. Maintenant, le rapport avec le nerf radial, malheureusement. Donc, voilà
Ça, c'est le nerf radial. Il passe à la partie postérieure ou bien à la face postérieure de l'humérus. Il a un contact étroit et toute lésion. Donc voilà sur le plan tridimensionnel. Ça, c'est le nerf. Il passe, c'est le nerf radial. Il passera dans un trajet qui est oblique en bas et en arrière. Il est en contact étroit avec la partie postérieure. Même il s'agit là, c'est du sillon du nerf radial. Donc le nerf radial, il va croiser la face postérieure de la diaphyse, de dedans en dehors, de haut en bas. Tout ça, c'est de la base et c'est de l'anatomie. Il va cheminer le long de son trajet dans une gouttière radiale qui se situe au niveau de l'humérus. Il est séparé de quelques centimètres à cette dernière. Par contre, il est en contact avec l'os et est particulier vulnérable, car peu mobile lors de la traversée de la cloison intermusculaire externe. Donc, il a un rapport étroit avec l'os. Il a pas de chance de se mobiliser. Il est étendu. Et là, voilà, donc tout ce qui est en étoile, ça, c'est le lieu de la fragilité. Cette zone-là, si le nerf il subit ou bien il s'agit d'un trait de fracture là, lésion du nerf radial, paralysé en extension, la main en code de signe. Maintenant, on passe à l'étude anatomopathologique. Donc, le mécanisme, et vous avez deux mécanismes, l'un direct, un traumatisme violent qui est responsable de la fracture, surtout transversale, plus ou moins communitive. Les érosions cutanées et les ouvertures, ils sont fréquents. AVP toujours, accident de voie publique, on va revoir ça dans le polytraumatisé. Les complications vasculaires, heureusement, ils sont exceptionnelles. Ça, c'est premièrement pour le mécanisme direct. Ou bien, un mécanisme indirect, le plus souvent un mécanisme de torsion qui est responsable à un trait de fracture qui est, notez-vous bien, spiroïde. Donc voilà un trait qui est transversal, c'est indiqué dans votre support. Donc tout ce qui est transversal, c'est un choc brutal plus ou moins lésion directe d'impact, si vous vous souvenez du cours de généralité. Et le deuxième cas, donc cet aspect-là, si vous vous souvenez de la généralité, il s'agit d'un trait qui est spiroïde. Souvent le mécanisme là, c'est de la torsion. Je vous invite à prendre note. Et souvent, c'est du mécanisme indirect. Donc, dès que vous allez visualiser votre radiographie, vous pouvez dire ou bien déduire le type de fracture et le mécanisme. AVP, vous allez noter souvent trait de fracture transversale ou horizontale, souvent dans le tiers supérieur, souvent, avec une évolution heureusement favorable. C'est cette dernière, donc un trait spiroïde dans le tiers moyen avec des segments ou bien des fragments tranchants qui peuvent léser le nerf radial. Donc, on est en train toujours de craindre la lésion du nerf radial. Donc, indirect, c'est mécanisme de torsion, fracture spiroïde, parfois aussi un troisième segment, on dit qu'il s'agit d'une fracture en aile de papillon. Donc, vous allez voir ça dans votre terrain de stage. Soit un mécanisme de flexion après une chute sur l'avant-bras, sur le coude, qui est responsable d'un trait transversal ou oblique court, donc souvent noté chez l'enfant. Et souvent, cette fracture diaphysaire, notée chez le sujet jeune, le sujet actif mobile, dans un terrain de traumatisme à haute vélocité. Voilà dans l'illustration les traits de fracture. Donc, ça, c'est un choc direct, un trait de fracture horizontale dans la diaphyse. Ça, c'est un choc par flexion. Il est responsable à un trait de fracture qui est oblique. Là, voilà. Donc, une fracture spiroïde, vous êtes en train de visualiser le trait de spire. Souvent, c'est un mécanisme de torsion. Et là, malheureusement, donc, c'est une fracture communitive. Les fracas osseux, ils sont notés. Ça, c'est du traumatisme à haute vélocité. Dans cette dernière, lorsqu'il s'agit d'une fracture communitive avec une mauvaise vascularisation, dans cette dernière, on va craindre la pseudarthrose. Par contre, très spiroïde ou bien oblique, elle menace surtout le nerf radial. Donc, cette première, c'est la plus favorable, suivie par ces deuxièmes, et voilà, une fracture communitive, risque de pseudarthrose. Toujours dans l'anatomopathologie, donc, il s'agit d'un autre mécanisme, donc c'est par contraction musculaire et c'est rare. Donc, dû à la contraction musculaire violente, heureusement c'est rare, elle est notée dans le sport des lancers, à gauche dans l'illustration, ou bien dans un terrain particulier dans la crise de tétanos.
Dans cette dernière, vous allez noter un trait de fracture sphéroïde. Il est long, il est peu déplacé et il va siéger au niveau du tiers moyen. Ou bien, d'autres cas qui sont moins rares, bien plus rares, c'est une fracture pathologique sur un os métastasique, ou bien métastatique. Là voilà, un os ostéolysé, c'est un os métastatique malheureusement secondaire à une tumeur. Donc dans ce dernier, c'est le cas du foie, probablement d'une néoplasie du sein. Dans ce dernier cas, donc tumeur métastasée à un stade de métastase, os fragilisé, et vous avez quatrième cas, c'est un os pathologique. Donc si on vous pose la question, soit du mécanisme direct, AVP, mécanisme indirect, chute, voire une torsion, la contraction musculaire, le fameux trait sphéroïde, voire dans le quatrième cas, des fractures pathologiques. Et voilà dans votre support les traits de fracture. Ça, c'est un trait. Vous pouvez interpréter maintenant les clichés ou bien les radiographies concernant cette fracture. Donc cette première-là, c'est une fracture qui est transverse, située au niveau de tiers moyen de la diaphyse. Là voilà, une fracture qui est oblique. Mécanisme là, le plus souvent, je répète, c'est indirect. Et voilà, mécanisme sphéroïde, une fracture avec un trait sphéroïde. Souvent, il existe un troisième ou bien un autre trait là et un troisième fragment sous forme triangulaire. On dit dans cet aspect-là qu'il s'agit d'une fracture en aile de papillon. Donc, c'est ce qui est souvent secondaire à un mécanisme de torsion ou bien un mécanisme sphéroïde. Donc, on va arrêter notre première partie là. On va continuer dans les prochaines parties. Toujours bon courage dans vos préparations. Merci pour votre attention et à la prochaine dans cette première fracture diaphysaire.